Bonsoir. Tout d'abord, comme on a pris l'habitude de faire, je voudrais faire deux petites annonces sur des choses que vous pouvez faire pour aider. Tout d'abord, c'est une jeune femme francophone euh, du Sud qui est à l'hôtel Gold et qui demande du matériel pour bébé. Alors, il faudra rappeler le numéro de téléphone. Je vous donne le numéro de téléphone si vous voulez le noter. C'est le 055 941 030. Donc, c'est pour du matériel bébé, mais on reste dans le jeune âge puisque à l'hôtel Stern, on nous demande du maternat premier âge et des couches de bébé pour 3 mois. Encore un autre numéro de téléphone, 054 56 60 14 26. Voilà. Johan, il aura la gentillesse de le remarquer. Euh, donc, on n'est évidemment pas là que pour s'occuper des couches de bébé et du maternat. C'est important aussi. Comme vous le savez, on est là pour ne pas oublier pourquoi nous nous battons, pourquoi nos enfants se battent, pourquoi nos petits-enfants se battent et quel est le sens de ce combat. Ce soir, nous avons l'honneur et le plaisir d'accueillir, et ce n'est pas la première fois, le journaliste, écrivain, mais géopoliticien Michel Gurfinkel. La dernière fois, c'était à cause de son livre d'essai, il nous avait parlé de l'Ukraine, mais cette fois-ci, je parlerai plutôt d'un vieux livre qu'il a écrit il y a plus de 20 ans, hein, La cuisson du homard. C'est quand même encore d'actualité, où il expliquait comment on endort les Israéliens en leur parlant gentiment de paix, etc. Et on augmente doucement la température de l'eau de cuisson, comme ça on se rend compte de rien. Mais notre sujet ce soir, il est particulier. C'est un sujet qui vraiment nous préoccupe tous parce qu'on n'y comprend rien, je dirais franchement. En tout cas, moi, j'y comprends rien. Les relations entre Israël et les États-Unis. Je donne tout de suite la parole à Michel et le sujet, c'est Israël dans les labyrinthes d'une alliance. Vous voyez que ça n'est pas simple. À toi, Michel. Merci, merci Brigitte. Bonjour, bonjour à chacune et à chacun. Nous commençons par un fait brut. Jamais les États-Unis n'ont été plus présents aux côtés d'Israël. Jamais. Jamais le soutien des États-Unis à Israël dans une de ces guerres n'a été aussi inconditionnel. Le président des États-Unis s'est rendu en Israël alors que la guerre a commencé. On n'avait jamais vu ça. Il a affirmé le droit absolu d'Israël à se défendre. On n'avait jamais vu ça. Il a affirmé qu'Israël recevrait toute l'aide possible des États-Unis en temps de guerre. On n'avait jamais vu ça. Il a affirmé que les autres puissances, les pays tiers qui seraient tentés d'intervenir dans le conflit entre Israël et le Hamas et qui seraient tentés d'ouvrir en réalité de nouveaux fronts contre Israël, en plus du front du Sud face à Gaza, se heurteraient à une réaction américaine. Pour marquer cet engagement, l'administration Biden a envoyé son secrétaire d'État en Israël 2 fois pendant la guerre. Il a envoyé des personnels militaires américains spécialisés en Israël en temps de guerre. On n'avait jamais vu ça. 2 porte-avions ont été dépêchés en Méditerranée orientale pour faire face à n'importe quelle péripétie, notamment à un élargissement éventuel du conflit. Il y a eu un soutien logistique extrêmement important de la part des Américains sous forme de partage d'informations et de livraison d'armements et d'autres matériels militaires. Et enfin, il y a eu, alors ça c'est moins peut-être
sans précédent. Il y a eu des précédents, il y a eu un soutien diplomatique américain, notamment à l'ONU, notamment lors du vote d'une des résolutions les plus ignominieuses que l'ONU ait jamais votées il y a quelques jours. Cet engagement américain, évidemment, revêt une importance considérable, je dirais même vitale pour Israël. Potentiellement, Israël était confronté à une guerre sur tous les fronts face à des adversaires puissants, disposant d'armements extrêmement importants. Et ce n'est pas pour rien que le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a parlé d'une deuxième guerre d'indépendance. Nous sommes à un niveau différent et peut-être par certains côtés beaucoup plus élevé de risque. Nous sommes dans une situation qui rappelle effectivement celle qu'a connue Israël au moment même où il a proclamé son indépendance en 1948. L'engagement américain a eu des conséquences. Il a certainement contribué aux prises de position pro-israéliennes d'un certain nombre de pays importants, la plupart des pays européens, l'Inde également, qui est une très grande puissance. On savait depuis longtemps que l'Inde et Israël s'étaient considérablement rapprochés. C'est la première fois que dans un conflit, l'Inde déclare son soutien complet à Israël. Une autre manière de prendre acte de l'importance du soutien américain, de l'impact de ce soutien, c'est évidemment le discours que le chef du Hezbollah, Nasrallah, a prononcé vendredi dernier. C'est un discours où, en gros, le chef du Hezbollah déclare deux choses. Ce qui s'est passé, c'est le Hamas tout seul qui l'a fait, et ni nous, ni l'Iran, ni d'autres pays n'étaient impliqués dans cette attaque. En termes clairs, même si par ailleurs Nasrallah a menacé d'être prêt pour une bataille ultérieure avec Israël, cela veut dire que le Hezbollah se dissocie de ce qui s'est passé le 7 octobre et déclare ne pas vouloir s'engager dans le conflit actuel, déclare ne pas vouloir ouvrir un nouveau front. On peut, dans le même ordre d'idées, mentionner le fait qu'il y a eu des attaques par missiles à longue portée venant du Yémen, venant du mouvement Houthi, un mouvement chiite soutenu par l'Iran au Yémen. Alors vous allez me dire, c'est paradoxal de dire qu'une attaque par missile balistique peut être considérée comme un effet positif de l'engagement américain. Oui, il peut être considéré comme un effet positif de l'engagement américain parce que cela signifie concrètement que l'Iran et ses alliés éprouvaient le besoin pour des questions d'image, de lancer des attaques de ce genre contre Israël, mais ils n'ont pas osé le faire directement et ils ont utilisé le mouvement Houthi, qui est quand même un des échelons les plus faibles de la coalition dirigée par l'Iran. Donc, nous avons, pour bien nous résumer, une situation d'intimité, une situation de soutien, une situation de solidarité entre les États-Unis, l'hyperpuissance américaine, et la superpuissance miniature israélienne, qui n'a pas de précédent et qui constitue un outil extrêmement important dans le combat vital qu'Israël est en train de mener. Ce soutien total de la part des États-Unis
par certains côtés, peut constituer une surprise. Je n'ose pas dire une divine surprise, mais tout de même une certaine surprise. Parce que l'administration Biden, jusqu'à présent, jusqu'au 7 octobre, était considérée au minimum comme ambivalente à l'égard d'Israël. C'est une administration qui a succédé à l'administration Trump, dont on se rappelle que, au-delà des, disons, comportements parfois un peu chaotiques du président Trump, avait été particulièrement cohérente sur la question d'Israël et avait apporté à Israël un soutien hors guerre, mais un soutien qui, lui, en période de paix, était effectivement jusque-là sans précédent. Pour mémoire, je rappellerai que l'administration Biden a renoué le dialogue avec l'Iran, avec le régime iranien que l'administration Trump avait décidé de suspendre. Je rappelle que l'administration Biden a en fait offert de rétablir le programme supposé de contrôle du nucléaire iranien que l'administration Trump avait suspendu ou arrêté pour la bonne raison que que l'on pouvait penser que les Iraniens en fait utilisaient ce programme pour hâter leur progression vers la maîtrise du nucléaire militaire. Il y a eu, je pourrais dire beaucoup de choses à cet égard, peut-être le point le plus grave et le plus récent a été un accord financier avec la République islamique d'Iran, au terme duquel l'administration Biden dégelait la somme très considérable de 6 milliards de dollars en faveur de l'Iran, qui était jusque-là bloquée et qui était débloquée, donc remise à la disposition du régime de Téhéran. L'administration Biden s'était également, jusqu'au 7 octobre, caractérisée par un soutien assez agressif à ce qu'on appelle la politique la diplomatie tendant à établir deux États pour deux peuples. Je ne vais pas élaborer, chacun sait ce que cela veut dire, et chacun sait à quel point cette doctrine met mal à l'aise, une bonne partie de l'opinion israélienne. Il y a eu des ingérences dans la gestion des accords d'Abraham ou de l'extension de ces accords. On sait que les États-Unis se sont, jusqu'au 7 octobre, imposés comme une sorte d'arbitre dans le processus de rapprochement israélo-saoudien, et ils ont présenté ce qui n'était que des exigences américaines comme des exigences formulées par les Saoudiens. Nous le savons de manière claire parce qu'il y a eu des observateurs saoudiens ou émiriens qui ont relevé cet aspect de la politique américaine et qui l'ont condamné. Et enfin, last but not least, il y a eu des ingérences à peine cachées dans la vie politique israélienne, des ingérences à travers la très grave crise politique qui a secoué Israël dans les 9 premiers mois de l'année 2023. L'administration Biden clairement a pris position contre le gouvernement Netanyahou et a clairement laissé entendre qu'un changement de politique en Israël serait le bienvenu. Enfin, quand on examine les choses un peu plus en profondeur, on est obligé de noter que, surtout par rapport au Moyen-Orient, l'administration Biden
pouvait apparaître comme une administration Obama bis, c'est-à-dire que tout simplement, les personnages clés on va dire, de la géopolitique et de la diplomatie américaine sous Biden sont des personnes directement issues d'une administration Obama qui, elle, pour le coup, n'était même pas ambivalente à l'égard d'Israël, mais était très largement hostile à Israël. Alors, je vais noter quelques noms. On va commencer par le secrétaire d'État, Blinken, qui n'est peut-être pas l'homme le plus, disons, dangereux ou problématique pour Israël de l'administration Biden, mais qui tout de même vient de l'administration Obama. Alors, il vient, c'est quand même le point favorable ce qui le concerne, il vient en fait de la tendance Hillary Clinton de l'administration Obama. Il était un conseiller spécial d'Hillary Clinton, qui était à l'époque secrétaire d'État, vous savez, de l'administration Obama. Donc, il faisait partie de cette administration, mais d'un autre côté, il faisait partie de l'aile la moins anti-israélienne de cette administration. En revanche, nous avons trois autres personnages qui sont beaucoup plus problématiques. Dans l'ordre, je parlerai de April Haines, qui est la super directrice de tous les services secrets américains, qui est d'origine juive par son père et non par sa mère, qui, de manière très claire, a pris parti dans la question, dans toutes les questions du Moyen-Orient, en suggérant au minimum de fortes pressions sur Israël, de manière à résoudre une question palestinienne présentée comme la question fondamentale de toute la géopolitique proche-orientale. La deuxième personnalité que nous citerons, c'est Jake Sullivan, qui est le responsable, le président du Conseil national de sécurité. C'est une fonction qu'avait exercée en son temps Henry Kissinger avant de devenir secrétaire d'État. C'est une fonction extrêmement importante dans la formulation de la politique américaine. Et Jake Sullivan, c'est la même, à peu près la même philosophie que April Haines. Et enfin, je voudrais quand même parler du nouvel ambassadeur qui a été nommé officiellement il y a quelques jours, puisqu'il a été officiellement, sa nomination a été ratifiée par le Sénat américain. Il s'agit de Jack Lew, ou si vous préférez Jack Lev, ça peut se lire à l'européenne ou à l'américaine, qui est le nouvel ambassadeur donc, des États-Unis en Israël et qui a la particularité d'être un juif orthodoxe et d'être extrêmement hostile à toutes les formes de, entre guillemets, extrémisme israélien. L'extrémisme israélien, selon Jack Lew, c'est tout simplement toute politique israélienne qui ne mènerait pas directement à la création d'un État palestinien en Cisjordanie et à Gaza. Il y a un autre personnage. Si l'on considère que les trois noms que je viens de donner, ce sont trois mousquetaires de la politique étrangère américaine, il y a évidemment le quatrième mousquetaire. Il n'y a jamais trois mousquetaires sans un quatrième mousquetaire. Le quatrième mousquetaire est un personnage qui s'appelle Robert Malley ou Bob Malley, qui a été en réalité l'homme le plus influent à la fois sur le dossier iranien et sur le dossier palestinien de l'administration Obama et à nouveau de l'administration Biden. C'est l'homme en réalité qui a conçu et géré
la réouverture des liens entre les États-Unis et la République islamique d'Iran. C'est lui qui a négocié, par exemple, la reprise du soi-disant contrôle du programme nucléaire iranien et qui a également été l'architecte de l'accord financier que j'évoquais tout à l'heure, un accord portant sur 6 milliards de dollars. Juste pour que l'on comprenne ce que ça veut dire, 6 milliards de dollars, vous savez, dès qu'un chiffre est important, on ne sait plus ce que ça signifie. 6 milliards de dollars, c'est 2 fois l'aide militaire, le montant de l'aide militaire que les États-Unis accordent à Israël chaque année. Donc, 6 milliards de dollars, c'est comme si on donnait à l'Iran l'équivalent de 2 années d'aide militaire à Israël. Ce qui est important avec Robert Malley, c'est que alors que les personnages précédents ont eu des opinions, les ont déclarées, n'ont pas fait mystère de leur vue. Dans le cas de Robert Malley, on va beaucoup plus loin, puisque de fortes suspicions ont fini par peser sur le personnage. Au mois de juin dernier, on lui a retiré son accréditation, l'accréditation qu'il devait avoir normalement en tant que très haut membre de l'administration, qui lui donnait un accès aux documents confidentiels de l'administration. Ceci a été retiré parce que, et par la suite, non seulement son accréditation a été retirée, mais il a été mis à pied sans solde parce qu'il y a une suspicion d'utilisation de ces documents confidentiels de manière qui n'était pas autorisée. En termes clairs, pour l'instant, l'affaire est un peu mystérieuse, mais des journaux aussi importants que le Wall Street Journal ou que le Washington Post du Watergate, ont purement et simplement posé la question: est-ce que Robert Malley n'était pas une taupe de l'Iran au sein, et une taupe de l'Iran et des organisations terroristes soutenues par l'Iran, y compris le Hamas, une taupe iranienne au sein de l'administration Biden. Alors, pourquoi cette administration ambivalente a-t-elle pris depuis le 7 octobre une position qui n'est plus ambivalente du tout, qui est une position de soutien très fort et inconditionnel à Israël? Je vais commencer par le premier point, je vais énumérer un certain nombre de points plutôt, et nous allons essayer de revenir sur ces points un peu plus en détail. Le premier point, c'est que l'opinion américaine s'est déclarée très fortement en faveur d'Israël dans la crise actuelle. Et ce soutien extrêmement déterminé de l'opinion américaine pour Israël est un facteur que l'administration Biden ne peut pas négliger aujourd'hui pour au moins 2 raisons. La première raison, c'est que il y a des affaires gravissimes, des affaires de corruption, des affaires d'infiltration d'agents étrangers, comme dans le cas de Malley, et tout simplement un bilan d'incompétence générale qui font que l'administration est dans une situation assez catastrophique, et nous entrons dans une année électorale. Donc, à terme, c'est le Parti démocrate tout entier qui se pose des questions sur son avenir. Dans un tel contexte, il était très important pour le président, pour son administration et pour le Parti démocrate de jouer la carte d'Israël, c'est-à-dire en fait de nager dans le sens d'un courant extrêmement puissant en faveur d'Israël. Le deuxième point, c'est que la crise actuelle a eu un effet
spectaculaire et je dois dire par certains côtés presque inattendu sur les Juifs américains. Les Juifs américains qui semblaient, jusqu'au 7 octobre, se détacher d'Israël, ou bien encore ne soutenir Israël que dans la mesure où Israël leur ressemblait à leur judaïsme très particulier. Tout cela a été bouleversé. Le judaïsme américain fait bloc avec Israël dans une proportion tout à fait considérable. Or, le judaïsme américain, c'est tout de même un élément extrêmement puissant au sein de l'opinion américaine globale et au sein des campagnes électorales américaines. Depuis le 19e siècle, les Juifs ont pris l'habitude de défendre leurs intérêts en intervenant très fortement, très puissamment dans le processus électoral américain, notamment en matière de fundraising, c'est-à-dire en matière de soutien financier aux campagnes électorales locales ou nationales. Traditionnellement, les Juifs américains ont toujours été beaucoup plus démocrates que républicains. Si l'administration Biden n'avait pas pris parti fortement pour Israël à un moment où les Juifs américains, je le répète, à la surprise de beaucoup d'observateurs, refaisaient bloc autour d'Israël, eh bien, il y avait quand même le risque pour le Parti démocrate de perdre le soutien d'opinion et le soutien en matière de fundraising, en matière de mobilisation financière qu'il avait jusque-là obtenu de la part de la communauté juive. Troisièmement, il est certain que la décision de l'administration Biden doit être déchiffrée également comme un élément dans une espèce de lutte au couteau qui se déroule actuellement et qui se déroule déjà pratiquement depuis la première élection d'Obama entre une aile gauche et une aile droite du Parti démocrate. L'aile droite du Parti démocrate, c'est le Parti démocrate traditionnel qui, bien sûr, est de sensibilité libérale, nous dirions en termes français une sensibilité de centre-gauche, mais qui par ailleurs, par exemple, défend le mode de vie américain, la société américaine, le capitalisme américain, le monde libre dont les États-Unis sont le centre et le moteur. Et puis, il y a en face une aile gauche qui est devenue extrêmement puissante à partir des présidences, des administrations Obama, une aile gauche et une aile d'extrême gauche qui, sur tous ces points, est totalement différente. C'est une aile que certains appellent l'aile anti-américaine du Parti démocrate. C'est une aile qui estime que le Parti démocrate, jusqu'à présent, en fait, a eu objectivement une politique de droite, une politique conservatrice, certains iront jusqu'à dire une politique fasciste, et il ne peut en quelque sorte, retrouver son innocence qu'en se lançant dans une politique d'extrême gauche. Alors, cette aile gauche a toujours existé dans le Parti démocrate. Elle a commencé à prendre une certaine influence avec Obama et l'héritier d'Obama, Obama ne pouvant, à titre personnel, comme vous le savez, rentrer dans la politique américaine, puisqu'il a, il a eu 2 mandats présidentiels, il ne peut plus postuler aucune autre fonction de cette importance désormais. Donc, il y a parmi ses héritiers des gens comme le sénateur Sanders, comme le fameux squad, la fameuse escouade d'élus d'extrême gauche, dont Rachida Tlaïb, dont AOC, Madame Cortés, une coalition d'immigrés venus du Moyen-Orient ou venus d'Amérique latine et qui
généralement prennent des positions extrêmement radicales et procèdent d'une idéologie tendant tout simplement à abattre la puissance américaine, abattre la puissance occidentale. Enfin, il y a un problème d'enjeu géopolitique. On comprend bien que dans les milieux qui se préoccupent avant tout de géopolitique, je pense en particulier au milieu militaire américain, on comprend très bien que derrière l'affrontement Israël-Hamas, il y a un affrontement entre Israël et l'Iran, et que si Israël ne détruit pas le Hamas, eh bien l'Iran aura gagné. Et que si l'Iran gagne, cela aura des conséquences dramatiques, non seulement pour Israël, mais pour les États-Unis et pour l'ensemble d'un monde libre dirigé par les États-Unis. Voilà donc les 4 points importants. Je voudrais maintenant revenir un tout petit peu en détail sur ces différents points. Je crois qu'il y a certains chiffres qui méritent d'être médités. Je vais commencer par un sondage qui date du 15 octobre 2023, un sondage CNN. Le 15 octobre, c'est 9 jours après le 7 octobre. Donc, c'est 9 jours après l'épouvantable acte terroriste et génocidaire mené par le Hamas contre le sud d'Israël. À ce moment-là, selon CNN, 96% des Américains expriment, 96% expriment d'une façon ou d'une autre une forme de sympathie à l'égard d'Israël. C'est quand même assez important et il n'y a que 4% des Américains qui déclarent n'avoir aucune sympathie pour Israël ou pour les Israéliens. Tout de même, nous allons revoir ça un petit peu en détail. En termes concrets, il y a 50%, donc c'est beaucoup moins que 96%, 50% des personnes interrogées qui soutiennent totalement le droit d'Israël à se défendre militairement contre le Hamas par tous les moyens. 20% qui admettent dans une large mesure ce droit, peuvent avoir quelques réserves. Et seulement 8% qui ne soutiennent pas du tout le droit à l'autodéfense et à la riposte d'Israël. Regardons de plus près, parce que je crois que c'est important de le faire, regardons de plus près qui sont les 50% qui soutiennent complètement Israël, sans réserve. 68% des républicains entrent dans cette définition. 45% des indépendants se déclarent, répondent positivement à cette attitude, et 38% seulement des démocrates. Donc, la partie de l'opinion publique américaine qui soutient totalement et inconditionnellement Israël, on voit que son axe, son centre de gravité se situe clairement du côté du Parti républicain, c'est-à-dire de la droite américaine, beaucoup moins par rapport aux indépendants, c'est-à-dire en gros le centre de la politique américaine, et encore moins au niveau des démocrates. Il y a une autre série de chiffres qui doivent être médités à cet égard, c'est que plus un Américain est âgé, plus il soutient inconditionnellement Israël. Les plus de 65 ans sont à 81% inconditionnels pour Israël. Ceux qui ont entre 50 et 64 ans à 56%. Ceux qui ont entre 35 et 49 ans à 44% seulement. Et les plus jeunes des Américains, 18 à 34 ans, 27% seulement. Donc il y a là quelque chose de très grave parce que, d'une certaine manière, il peut se demander si
nous ne vivons pas le dernier moment où il y aura une telle majorité d'Américains à soutenir Israël. Il y a un deuxième sondage qui date, qui a été réalisé les 16 et 18, du 16 au 18 octobre. C'est un sondage qui interroge les Américains en fonction de leur appartenance religieuse. Et il y a quelques chiffres qui sont à méditer. 57% des musulmans américains, 57% des musulmans américains soutiennent totalement le Hamas. Vous me direz, ça veut dire quand même qu'il y a en face 40% ou un peu plus de 40% des musulmans américains qui ne soutiennent pas le Hamas. Mais tout de même, compte tenu de ce que c'est que le Hamas et de ce qu'il a fait le 7 octobre, c'est un chiffre qu'on ne peut pas négliger. Et voilà un autre chiffre beaucoup plus étonnant et préoccupant. 11,5% des juifs américains ou des personnes qui se déclarent juives déclarent également avoir de la sympathie pour le Hamas. Je vous rassure tout de même, il y a 88,5% des juifs américains qui soutiennent totalement Israël et sont totalement hostiles au Hamas. C'est le fameux phénomène du réveil juif que je mentionnais tout à l'heure. Il y a d'autres chiffres qui sont très intéressants parce qu'ils ont été réalisés un petit peu plus tard et ils essaient d'analyser de manière pointue d'apporter d'autres informations un peu plus pointues sur qui est pour Israël, qui est pour le Hamas. Un sondage Harvard-Harris qui a été opéré un petit peu après les sondages précédents indique que alors qu'il y a une majorité importante donc des Américains qui soutiennent Israël et qui sont hostiles au Hamas, il y a tout de même 24% des Américains qui disent que l'attaque menée par le Hamas peut être justifiée en raison de son contexte. Et quand on regarde qui sont ces 24%, donc si vous voulez, c'est la démarche inverse de celle qui consistait à se poser la question sur qui soutient Israël, eh bien, on voit que 31% de ceux qui soutiennent le Hamas se déclarent démocrates, 36% se déclarent liberals, c'est-à-dire de gauche, 29% sont détenteurs de diplômes de l'enseignement supérieur, 40% habitent les centres-villes américains, c'est-à-dire qu'ils peuvent appartenir à la fois aux milieux les plus pauvres et aux milieux les plus riches de la société américaine. 33% d'entre eux sont noirs, ce qui représente environ le double de la part de la communauté noire dans la société américaine. 28% sont hispaniques et 21% seulement sont blancs. En réalité, quand nous regardons ces chiffres, il est clair que l'explication sur à la fois le passage à l'anti-israélisme de la gauche américaine et le fait que plus on va vers les jeunes générations, moins on est pro-israélien, en réalité, ces deux phénomènes ne font que refléter un changement non seulement démographique, mais ethnique et religieux au sein de la société américaine. Ce sont les milieux venus de ce qu'on appelait naguère le tiers-monde qui semblent maintenir, alors même qu'ils vivent aux États-Unis, qui semblent maintenir un paradigme idéologique violemment anti-américain et violemment antisémite, quelle que soit exactement la formulation de leur antisémitisme. L'anti-américanisme et l'anti
ces prismes se recoupent, notamment parce que il y a cette idée selon laquelle l'Amérique est un pays juif et les Juifs contrôleraient l'Amérique. Les Juifs américains ont été incontestablement sous le choc, d'abord de ce qui s'est passé en Israël, et ensuite des réactions qu'ils ont vues dans une partie de la société américaine, et notamment de la partie de la société américaine dont eux-mêmes se sentaient. Il y a 7,5 millions de gens qui se déclarent juifs en Amérique. 7 millions. Sur ces 7,5 millions, on dit qu'il y en a peut-être 3 millions et demi qu'on peut considérer comme à la rigueur. Mais en tout cas, il n'y a que il y a 35% de ces 7 millions de juifs qui disent oui, je suis juif, mais je n'appartiens pas au judaïsme sur le plan religieux, je n'appartiens pas à une synagogue, je ne me définis pas comme juif sur le plan religieux. Et ensuite, parmi le reste de la population juive américaine, il y a une majorité de juifs qui déclarent appartenir aux synagogues réformées et conservatives, c'est-à-dire en français on dirait plutôt massorti, les orthodoxes constituant une minorité qui est en train de croître aujourd'hui, mais qui est tout de même une minorité. Tous ces milieux sont des milieux qui sont marqués par une sorte d'accumulation, de phénomènes cumulatifs de mariage bireligieux, c'est-à-dire de mariage mixte, qui fait que on peut se poser parfois la question sur la véritable identité ethnique d'une certaine partie des gens qui se déclarent juifs aujourd'hui aux États-Unis. Or, ce que nous voyons, c'est que, et là c'est une surprise positive, l'immense majorité des gens qui se déclarent juifs aux États-Unis, quelle que soit leur affiliation, quelles que soient les réserves ou l'éloignement qu'ils avaient vis-à-vis d'Israël au cours des dernières décennies, eh bien, ils sont, pour eux, c'est un espèce de réveil d'une brutalité extraordinaire. Ils découvrent la réalité des menaces existentielles pesant sur Israël et la réalité des menaces existentielles qui pèsent sur eux. La violence inouïe de l'antisémitisme aux États-Unis même. Je ne vais pas insister sur ce que je suppose la plupart d'entre vous ce soir savent, comme par exemple la violence de l'antisémitisme dans le milieu universitaire américain, le fait que les étudiants juifs américains se sentent désormais exclus, menacés, obligés de maraniser s'ils veulent poursuivre leurs études dans un nombre très important d'universités de premier plan. Donc, je crois qu'il y a là un phénomène dont nous aurons l'occasion de mesurer des conséquences à terme, mais qui revêt une très grande importance dans le calcul politique actuel de l'administration Biden. Je voudrais terminer par l'aspect géopolitique que j'ai évoqué. Je n'ai que lancé l'idée de ces enjeux géopolitiques, mais j'y reviens. Imaginons que Israël ne gagne pas sa guerre actuelle contre le Hamas. Et quand on dit qu'Israël ne gagne pas sa guerre actuelle, ça veut dire qu'Israël ne parvient pas à détruire le Hamas, à déraciner le Hamas de Gaza. C'est ça le minimum de ce qui constituerait une victoire israélienne.
ce serait une victoire du camp dirigé par l'Iran. Ce serait donc la fragilisation de tous les pays du Moyen-Orient qui refusent la domination iranienne. Ce serait la possibilité d'une mainmise de l'Iran sur la péninsule arabique tout entière, sur la Méditerranée orientale et à terme sur tout le flanc sud de l'Europe. Voilà quelle est la véritable perspective qui s'ouvrirait s'il n'y avait pas une victoire israélienne dans la bataille actuelle avec le Hamas. Si une telle victoire de cette ampleur était obtenue par l'Iran, les conséquences pour les États-Unis seraient cataclysmiques, puisque les États-Unis perdraient du jour au lendemain et le contrôle de la région proche orientale, moyenne orientale, c'est-à-dire de la Méditerranée qui protège l'Europe, du Moyen-Orient pétrolier et également de la région de l'océan Indien. Dans un contexte où les États-Unis sont confrontés à un ou plusieurs challengers, le plus important étant la Chine. Les États-Unis n'ont tout simplement pas la possibilité d'accepter un tel développement de leur situation géopolitique. Ces enjeux sont parfaitement compris par des milieux importants au sein, disons, des communautés de gouvernement américains. Il est certain qu'aujourd'hui, la plupart des responsables du Pentagone ont une vision très claire de la situation de ces enjeux. Et une partie, peut-être pas aussi massive, mais quand même assez importante, des spécialistes géopolitiques réfléchissent également de cette façon-là. On a le sentiment qu'on se trouve vraiment à la 11e heure, que le défi actuel, c'est un défi qui est tout à fait comparable à celui que les pays occidentaux, que les pays libres européens ont eu à relever entre 1938 et 1939 face à l'Allemagne nazie. Ces différents facteurs, ces différentes observations concourent à un soutien important actuel de l'administration Biden, quel qu'ait été son passé dans la crise actuelle. La question, évidemment, qu'il faut se poser, c'est si Israël gagne cette guerre, j'ai expliqué ce que cela signifierait pour Israël que de gagner cette guerre, eh bien, est-ce que l'on peut espérer une poursuite d'un tel soutien de la part des Américains, de la part d'abord de l'administration Biden. Le président Biden est là, il est en place jusqu'au début de l'année 2025. Il va y avoir une année électorale probablement très mouvementée en 2024, mais Biden reste président jusqu'au début de 2025. Donc, c'est une période tout à fait cruciale. Il faut espérer que la guerre actuelle s'achèvera peut-être avant 2024, en tout cas pas trop tard dans 2024. Qu'est-ce qui va se passer après? Est-ce que l'administration Biden va revenir à son idéologie et imposer à Israël un prix qui peut être un prix exorbitant pour le soutien qui a été le sien? Il y a eu un article il y a quelques jours dans le Wall Street Journal qui disait à peu près ceci: il faut de manière impérative que l'administration
Biden change son personnel en matière de politique étrangère. C'est tout à fait vital parce que les gens qui ont géré la politique étrangère de l'administration Biden n'ont fait qu'accumuler les désastres. Le désastre final étant d'avoir donné l'impression à un certain nombre de gens, à l'Iran et à ses inféodés, qu'une bataille globale contre Israël pouvait être lancée le 7 octobre dernier. En réalité, la vraie question, c'est de savoir, est-ce que les 4 mousquetaires que j'ai énumérés tout à l'heure vont continuer à dominer l'administration Biden? Bon, il y en a un qui est sur la sellette sans avoir, j'insiste quand même là-dessus, sans avoir été formellement mis en accusation. Il s'agit de Robert Malley. On lui a retiré ses fonctions, ce qui veut dire quand même qu'il y a quelque chose de très, très grave qui s'est passé avec lui. Mais à ma connaissance, pour l'instant, il n'y a pas de mandat, il n'y a pas de poursuite officielle pour haute trahison qui a été lancée. Mais nous avons les autres personnes. Alors, je voudrais mentionner Jake Sullivan, qui, encore une fois, est le président du Conseil national de sécurité, donc le conseiller officiel en titre de la présidence des États-Unis pour les questions géopolitiques, stratégiques et diplomatiques. Ce qui est très intéressant, c'est qu'il a fait un grand article pour, quelque sorte, décrire la doctrine Biden en matière de politique étrangère. Et cet article a été publié dans la revue Foreign Affairs, qui est une revue, la revue faisant autorité en matière de questions diplomatiques, stratégiques et géopolitiques aux États-Unis. Il a publié cet article pour le mois d'octobre 2023. Ce qui fait que le 7 octobre, il a publié une nouvelle version. Alors, il ne pouvait pas revenir sur la version papier qui était parvenue aux abonnés. Je suis abonné à Foreign Affairs en papier et en, comment dire, et en ligne. Donc, j'ai vu la version papier et j'ai vu le changement qui d'ailleurs a été ouvertement annoncé, n'est-ce pas? Un changement en raison des événements. Mais ce qui est très intéressant, c'est, je vous lis ce que Jake Sullivan écrit dans la version en ligne, donc la version corrigée, qui est après le 7 octobre. Alors, la version papier, c'est une version qui, du point de vue d'Israël, était extrêmement mauvaise, puisque, en gros, on annonçait que les États-Unis allaient intervenir pour résoudre les problèmes avec l'Iran et pour résoudre les problèmes israélo-arabes ou israélo-palestiniens. On sait ce que ce genre de phrases veulent dire. Et voilà ce qu'écrit Jake Sullivan. La version originale de cet article, écrite avant le 7 octobre et les attaques terroristes du Hamas en Israël, insistait sur le progrès réalisé au Moyen-Orient après 2 décennies marquées par une intervention massive américaine en Irak, une campagne de l'OTAN en Libye, de nombreuses guerres civiles, des crises de réfugiés, la montée d'un califat terroriste, des révolutions et des contre-révolutions, et un effondrement dans les relations avec beaucoup de pays clés de la région. Et nous y décrivions nos efforts pour arriver à une approche politique disciplinée, sous-entendu intelligente, réfléchie. Nous seuls, administration Biden, nous seuls, démocrates, nous seuls, gens de gauche, sommes capables de parvenir à une
politique de ce type. Alors évidemment, ce qui s'est passé remet en cause ce bilan, cette autosatisfaction. Voilà ce que dit Jake Sullivan. Les attaques du 7 octobre, écoutez bien sa formulation, ont jeté une ombre sur l'ensemble de ce tableau régional, une ombre, vous apprécierez. Ils rendent possible le risque d'une escalade dangereuse dans la région. Mais l'approche disciplinée que nous avons poursuivie continue à être, à notre avis, la meilleure solution à terme pour la région. Comme le président Biden l'a dit quand il est venu en Israël, les États-Unis soutiennent fortement Israël quand il défend ses citoyens, mais nous travaillons également pour développer l'aide humanitaire aux civils de la bande de Gaza, et les États-Unis, bien sûr, savent que le Hamas ne représente pas le peuple palestinien. Nous sommes tout à fait sommes engagés pour une solution à deux États et pour une normalisation entre l'Arabie saoudite et Israël qui passera par des avancées significatives en faveur des Palestiniens. Rien ne prouve que ces propos de Jake Sullivan engagent l'administration elle-même et non pas Jake Sullivan lui-même. Rien ne prouve cela. Mais d'un autre côté, on ne peut pas non plus entièrement ignorer ce qu'ont été les propos de Jake Sullivan après le 7 octobre, et alors même que le président Biden ou que le secrétaire d'État Blinken se trouvaient en Israël. Voilà à peu près ce que l'on peut dire aujourd'hui des relations entre Israël et la grande nation américaine. Dans le court terme, une solidarité sans précédent. Dans le moyen terme, des points d'interrogation assez graves et assez perturbants. Et sur le long terme, des questions et des points d'interrogation beaucoup plus perturbants. Merci de votre attention. Merci beaucoup pour cet exposé absolument passionnant. Je ne sais pas si les micros ont été ouverts pour tout le monde là. Je ne sais pas. En tout cas, moi, je pourrais poser, en attendant que Johan ouvre les micros, une première question. Si dans l'avenir, comme c'est une chose possible d'après ce que vous avez dit, les États-Unis font pression sur Israël, est-ce qu'il n'y a pas dans notre histoire des cas où Israël a été sous forte pression américaine et cependant a résisté à cette pression américaine et il ne s'est rien passé autant que je puisse m'en souvenir? Il y a eu des cas comme ça. Alors, c'est quelque chose qui est assez compliqué. Disons qu'il y a eu des moments, bien sûr, où il y a eu des pressions américaines. Le cas le plus important, peut-être, ça a été 1956. En 1956, non seulement les États-Unis ont exercé des pressions sur Israël pour qu'Israël évacue rapidement la péninsule du Sinaï qu'il avait conquis quelques semaines plus tôt. Mais, comme vous le savez, les États-Unis ont également exercé des pressions très dures contre leurs alliés les plus proches, le Royaume-Uni et la France, suite aux opérations qu'ils avaient menées contre Nasser. Donc là, ça a été un cas où il y a eu une pression américaine extrêmement violente contre laquelle les Israéliens se sont défendus du mieux qu'ils ont pu. Ils ont négocié, par exemple, une présence
de casques bleus de l'ONU sur la frontière israélo-égyptienne à la suite de leur retrait. Cette présence a sécurisé jusqu'en 1967 la frontière avec l'Égypte. Mais en 1967, premièrement, les casques bleus sont partis sur simple demande du gouvernement égyptien. Et deuxièmement, de manière beaucoup plus grave, les États-Unis qui s'étaient engagés à garantir la présence de ces casques bleus n'ont en fait rien fait pour les garder sur place. Et nous le savons aujourd'hui, ça a été étudié par beaucoup d'historiens. Je vous renvoie en particulier au livre de Michael Oren sur cette affaire-là. En fait, Israël s'est retrouvé complètement seul. Même le président Lyndon Johnson, passant pour être assez pro-israélien, qui par la suite, après 67, a effectivement commencé à apporter une aide importante à Israël. Pendant la crise de 1967, Israël a été complètement seul, complètement isolé. La plupart du temps, il y a eu des menaces américaines très dures vis-à-vis d'Israël, des débuts, disons, de pression contre Israël, que ce soit le cas de l'administration Carter ou de l'administration Bush père, qui a été une des administrations en fait les plus anti-israéliennes de l'histoire des États-Unis. Que ce soit le cas de l'administration Obama, que ce soit le cas même à certains moments de l'administration Reagan. Il y a eu l'administration Reagan qui a été globalement une administration très pro-israélienne, parfois a fait des pressions assez dures contre Israël. Il y a eu l'un dans l'autre plus de menaces de pression radicale que de pression radicale sur Israël. Évidemment, la question que l'on se pose maintenant est est-ce que le niveau d'engagement des États-Unis auprès d'Israël n'a pas pour conséquence automatique, mécanique, une dépendance plus grande d'Israël vis-à-vis des États-Unis? Et c'est là que l'on en vient à ce point essentiel du rôle politique de la communauté juive américaine. Si vous permettez, je dirais ceci. Tant que la communauté juive américaine est inconditionnelle, c'est-à-dire viscéralement attachée à Israël, est inconditionnelle envers d'Israël, c'est-à-dire viscéralement attachée vis-à-vis d'Israël, cette communauté est capable de faire la différence dans la politique américaine et donc de corriger les tentations anti-israéliennes de telle ou de telle autre administration, ou de ramener une administration relativement pro-israélienne dans la direction d'un soutien sans équivoque. Quand, en revanche, cette communauté commence à être divisée, commence à perdre de vue le lien vital qui le relie, qui l'associe, qui l'unit à Israël, eh bien, on entre dans une problématique tout à fait différente. Et je voudrais dire sur ce plan, permettez-moi de dire de manière très calme, très pondérée, que lorsque j'entendais autrefois le mouvement Shalom Arshav, la paix maintenant, s'engager dans une politique consistant à convaincre une partie de la communauté juive américaine, de convaincre le gouvernement américain, de faire pression sur Israël de manière à abandonner les territoires occupés de Judée-Samarie et de Gaza et du Golan qui, selon
l'analyse de ce mouvement était dangereux à terme pour Israël. Eh bien, il faut bien dire que le mouvement Shalom Archav, son théoricien Yehoshaphat Arkabi, ne comprenait pas et l'enjeu réel du soutien américain et le danger qu'il faisait courir à Israël en amenant une fissure au sein de ce soutien. Et nous avons vu exactement la même chose dans la crise qui a secoué Israël dans les 9 premiers mois de 2023. Je ne vais pas essayer ici de dire qui avait raison dans des affaires telles que la réforme de la Cour suprême et du système judiciaire. Je suis prêt à admettre qu'il y avait beaucoup d'arguments contre cette réforme. Il pouvait y en avoir beaucoup en faveur de cette réforme, beaucoup d'autres contre cette réforme. Mais en arriver, comme ça a été le cas également, à lancer une campagne de démolition de la légitimité du gouvernement israélien en essayant de susciter un rejet de ce gouvernement au niveau de l'administration Biden, ça, c'est une grave faute contre la sécurité et la survie même de l'État. Actuellement, ce que nous voyons, c'est qu'il y a une prise de conscience du judaïsme américain. C'est bouleversant de voir cela. Nous espérons que cette prise de conscience ne sera pas éphémère, qu'elle aura des conséquences très importantes et pour l'identité juive américaine et pour la mobilisation politique en faveur d'Israël aux États-Unis. Merci beaucoup. Il y a des questions, les micros sont ouverts? Oui. Marc Lévy, ouvre ton micro. On ne peut pas ouvrir le micro. Oh. Comment c'est possible, ça? Je suis désolée. Il y a la petite icône « Désactiver le son » qui est en bas à gauche. Et il faut Si l'activer. c'est possible. Est-ce que c'est possible pour tout le monde? Ça dépend de Johan. Moi, je l'ai déjà appelé. Oh là là. Pas vrai, ça. Peut-être que les participants ont la possibilité d'écrire une question. Oui, ils ont écrit déjà beaucoup de choses. Oui, Il y a déjà par, 15 par le chats. micro maintenant. Oui, il Par faut le micro, regarder. désolé. Vous pouvez ouvrir votre micro maintenant? Ça y est. Ah, merci, Après, Johan. Oui. Monsieur Lévy. Merci. Alors, vas-y, parle. Marc, Oui, merci. J'ai deux questions. La première, c'est comment interpréter la non-intervention du Hezbollah dans le cadre de l'analyse remarquable que Michel Gurfinkel a faite. Première question. Et la deuxième, si on s'interroge sur l'après victoire que l'on espère d'Israël, est-ce que la manière dont les Alliés ont géré la victoire sur l'Allemagne et sur le Japon ne peut pas servir de modèle dans la manière dont ils ont dénazifié, pour parler de l'Allemagne, et la manière dont il faudrait aussi désislamiser le Gaza. Alors, ce sont deux questions importantes, un peu différentes dans leur caractère. Je vais essayer d'y répondre aussi succinctement, mais en même temps aussi clairement que possible. Le Hezbollah, je crois que ce qui s'est passé, c'est que, premièrement, le Hezbollah et derrière lui l'Iran ne s'attendaient pas, en fait, à une capacité disons, de riposte d'Israël aussi importante. Quand on regarde ce que le Hezbollah, ce que les Iraniens ont répété depuis des années, ils répétaient, en fait, Israël est en déclin, Israël n'est plus capable de se battre, voyez les crises politiques à répétition, voyez
le fait que les Israéliens se révoltent contre leur gouvernement, voyez le fait que les réservistes israéliens ne veulent plus faire leur période de réserve. Tout ceci nous indique que, en fait, Israël est sur le point de s'effondrer sur lui-même. Et d'autre part, sur le plan purement militaire, nous avons, c'est ce que disaient les Iraniens et leurs alliés, nous sommes montés en puissance et nous avons maintenant les moyens de terroriser Israël, de neutraliser sa capacité de dissuasion et à terme, nous avons les moyens de le détruire. Or, ce qui s'est passé, ça a été, dans un premier temps, une démonstration tout à fait frappante de l'erreur complète de cette analyse. C'est-à-dire que, premièrement, sur le plan du moral des Israéliens, de la résilience des Israéliens, eh bien, les Israéliens ne se sont pas du tout effondrés. Ils ont été horrifiés par ce qui s'est passé et ils ont retrouvé de manière extrêmement claire les raisons pour lesquelles il allait se battre. Deuxièmement, la capacité militaire d'Israël non seulement est restée intacte, mais s'est considérablement développée au cours des dernières années. Je voudrais dire ici une chose en passant. Le 7 octobre, il s'est passé des choses très graves sur le plan militaire, nous en sommes d'accord. Il y a eu une faille. C'est une bonne comparaison, une comparaison en tout cas sur laquelle il faut réfléchir, c'est Pearl Harbor en 1941. En 1941, le Japon, qui finalement est un assez petit pays en 1941 par rapport aux États-Unis, réussit une attaque surprise dévastatrice contre la flotte américaine, l'extrême ouest des États-Unis, détruit une partie de la flotte du Pacifique américaine, mais en fait, la puissance américaine était totalement intacte et très très vite, il y a eu une contre-attaque qui a abouti au bout de 4 ans à l'effondrement total du Japon dans les circonstances que nous savons. De la même manière, il y a eu un Pearl Harbor israélien, dramatique, terrifiant, mais la capacité de riposte militaire est restée intacte et en réalité, dès le début, il y a eu une riposte militaire. On sait que la marine, on sait qu'une partie des forces aériennes se sont mobilisées, mais vraiment quasiment en temps réel. Et d'ailleurs, en se mobilisant en temps réel, ils ont été capables d'éviter ce que le Hamas avait réellement planifié, c'est-à-dire une occupation en profondeur de tout ce qu'on appelle l'enveloppe de Gaza. Et ceci a été empêché par une contre-attaque militaire tout à fait immédiate. Ce que nous voyons aujourd'hui, l'ampleur, et quand je dis l'ampleur non seulement quantitative, mais qualitative de la riposte israélienne, c'est quelque chose dont tous les experts en matière stratégique avaient discuté depuis des années. On savait qu'Israël développait sa puissance militaire d'une manière tout à fait exponentielle. On savait que lorsque les chefs d'état-major israéliens disaient l'ennemi sera surpris par la puissance de notre réaction, on se rend compte de la réalité de cette dimension du rapport de force. Donc, je crois que tout cela a été pris en considération par l'Iran et par notamment son allié principal dans la région qui est le Hezbollah. Mais évidemment, l'autre surprise et disons le nouveau paramètre qui s'est ajouté au paramètre, à la surprise et au paramètre israélien, c'est les États-Unis. C'est-à-dire que l'Iran
et ses alliés avaient parié sur, en fait, une non-intervention ou une demi-intervention américaine. Ils ne s'attendaient pas à un engagement aussi net et aussi puissant des États-Unis. À terme, il faut bien comprendre que si l'Iran avait continué à disons, monter dans l'escalade de cette guerre régionale, l'Iran aurait été détruit. C'est-à-dire que les États-Unis n'auraient pas hésité à détruire l'Iran même, et en sachant qu'une destruction d'un certain nombre de bulbes de puissance militaire en Iran se serait traduit immédiatement par le renversement du régime par une population qui manifeste tous les jours sa haine envers ce régime. Donc, je crois que tout cela a été pris en considération. Ce qui se passe aujourd'hui à Gaza a fait réfléchir le Hezbollah de manière très concrète et très matérielle, mais l'engagement américain fait réfléchir également le régime iranien, qui est un régime qui se sent en réalité extrêmement vulnérable. Son agressivité n'est que la traduction de sa vulnérabilité. Le deuxième point qui a été soulevé par Marc Lévy, c'est très complexe. Tout le monde se demande effectivement, alors qu'est-ce qu'on peut faire? Je dirais ceci. Oui, vous avez raison. Si l'on ne passe pas par une, appelons ça une dénazification de Gaza, eh bien, à terme, la plus brillante des victoires sera une victoire vide, de la même manière que l'écrasement des talibans en Afghanistan n'a pas empêché le retour des talibans parce qu'on n'a pas réellement détalibanisé l'Afghanistan. Le problème, c'est que la dénazification de Gaza, ça suppose le démantèlement de l'UNRWA telle qu'elle existe actuellement, ça suppose la dénazification de l'autorité palestinienne, ça suppose beaucoup de choses. Je crois savoir que ce genre d'opération, ce genre de travail est pris très au sérieux à terme par les pays qui se sont engagés dans les accords d'Abraham et qui voudraient s'associer aux accords d'Abraham, notamment, y compris l'Arabie saoudite. Comment tout cela peut être fait, c'est très complexe, très difficile à envisager. Commençons par une dépalestinisation des politiques et des paradigmes géopolitiques chez les meilleurs amis d'Israël. Merci. Monsieur, Oui, Marc. Monsieur Siematsky, Tiki, pardon, Miatiki. excusez-moi. Je vous en prie. Merci de me donner la parole. Oui, j'aimerais revenir sur l'analyse qu'a fait Michel sur l'évolution de l'opinion publique américaine et que dans les jeunes générations, finalement, il y a un affaiblissement du soutien à Israël. Alors, à long terme, est-ce qu'il ne faut pas craindre finalement une sorte d'affaiblissement du soutien américain envers Israël, alors que pour l'instant, les États-Unis est le seul allié crédible et fort d'Israël dans le monde. Voilà. Et que pensent finalement les têtes pensantes en Israël de cette situation à venir, peut-être pas sur le court terme, mais sur le long terme? Merci. Ce problème est un vrai problème. On a exactement le problème dans les pays européens. Quand vous prenez par exemple la France, on s'aperçoit que globalement, une partie très importante de l'opinion française, jusqu'à 80%, ça dépend des questions qu'on pose aux gens, mais jusqu'à 80% des Français ont manifesté de la sympathie plus de sympathie envers Israël qu'envers le Hamas depuis le 7 octobre. Mais quand on descend
dans les classes d'âge, eh bien, on s'aperçoit que plus un Français, un habitant de la France est jeune, plus, en revanche, il s'éloigne d'Israël et plus il se rapproche et des Palestiniens et du Hamas. Donc, il y a une problématique. Cette problématique est de toute évidence liée à des changements démographiques et ethniques qui se produisent aussi bien aux États-Unis qu'en France ou que dans d'autres pays occidentaux. En gros, lorsque des immigrés arrivent avec des paradigmes culturels qui sont des paradigmes anti-occidentaux et qu'ils sont autorisés à maintenir ces paradigmes au moment même où ils deviennent citoyens des pays occidentaux, eh bien, on compromet de manière grave l'avenir politique de ces pays. Donc, il y a, pour les États-Unis comme pour la France ou d'autres pays européens, une nécessité absolue de revoir complètement la copie en ce qui concerne l'accueil éventuel ou pas d'immigrés venant de certains horizons culturels et ensuite de leur intégration et de quelle manière et à quel prix. Ce sont des questions qu'il faut se poser. Il y a une autre question beaucoup plus fondamentale et métaphysique qu'il faut se poser par ailleurs, c'est la question du vouloir vivre des sociétés occidentales. On sait qu'Israël est un pays intéressant de ce point de vue-là, dans la mesure où toute la société israélienne manifeste un certain vouloir vivre. On sait que le renouvellement des générations continue à être une réalité en Israël, même dans l'Israël laïque, par exemple. Malheureusement, dans les pays occidentaux, aux États-Unis, en Europe, en France, ce n'est pas le cas. Or, comme l'a dit le célèbre démographe Alfred Sauvy, la démographie, c'est très simple, c'est vos enfants ou les enfants des autres. Donc, il y a un choix vital que la nation américaine ou les nations européennes feront ou ne feront pas. Et selon ce choix, eh bien, nous aurons des évolutions, nous ne les aurons pas, nous aurons une Europe qui deviendra, qui commencera à ressembler au Moyen-Orient, et nous aurons peut-être à terme un 21e siècle qui ne sera plus centré sur l'Occident, mais centré sur d'autres régions du monde. On termine par 2 questions rapides. Je peux poser une question? Je peux... Oui, rapide, Daniel. Peut-être on pose les 3 dernières questions ensemble, c'est peut-être plus facile. Hein? Johan, tu es d'accord? Daniel, après Bernard et Claudine. Voilà. Bon. Moi, ce que je voulais poser la question suivante, comment on peut influencer l'opinion américaine? Qu'est-ce qu'on peut faire, nous, en tant qu'Israéliens, pour essayer d'influencer ce courant qui est chez les jeunes qui de plus en plus sont de plus en plus anti-israéliens et en fait antisémites. Il faut dire les choses comme elles sont. Ok, Monsieur Guéler, Bernard. Okay, je vais les questions, Michel. Oui. Vous m'entendez? Oui. J'ai posé la question de manière plus élaborée par le chat, mais puisqu'il faut être court, on sait que l'Iran nucléaire, c'est un danger existentiel pour Israël et que les États-Unis, y compris le président Biden, se sont toujours engagés à ce que ça n'arrive pas. Or, en tout cas, d'après ce qu'on lit, on est très proche de cette échéance. Alors, est-ce qu'il ne faudrait pas profiter de la situation favorable actuelle où l'armée israélienne est mobilisée dans une très grande mesure et où les bateaux américains, voire d'autres pays, se sont rapprochés du Moyen-Orient pour intervenir contre l'Iran. Après avoir défait le Hamas, peut-être après avoir défait le Hezbollah dans 3 temps successifs. Dernière question, Claudine.
Vous vouliez dire un mot? Oui, je On voulais poser l'écoute. une question un peu différente. C'est Michel nous a parlé de la Chine et j'aimerais savoir et en, où est-ce qu'elle a joué, où est-ce qu'elle joue dans dans toutes ces problématiques. Euh, Parce que je pense que c'est très intéressant et même en quelques mots. Bien. Alors, je vais commencer par la dernière question, si vous permettez. La Chine. La Chine n'est pas directement intervenue dans la crise actuelle, mais clairement, elle est du mauvais côté. Et elle est l'élément le plus puissant du mauvais côté. Il y a une alliance de fait et parfois une alliance formalisée qui existe entre les pays, l'ensemble des pays que je vais qualifier de révisionnistes, c'est-à-dire de pays qui veulent changer l'ordre actuel, l'ordre international actuel. Et la Chine est le principal pays révisionniste aujourd'hui. Il y a une alliance qui existe sur le plan sous forme d'accords et d'arrangements divers entre la Chine et la Russie. L'Iran fait partie de cette coalition. Alors évidemment, la Chine ne va pas jusqu'à appliquer un soutien inconditionnel ni à la Russie, ni à l'Iran, ni à plus forte raison au Hamas à Gaza, mais elle manifeste quand même beaucoup plus de solidarité et de soutien à la Russie face à l'Ukraine, à l'Iran face à beaucoup de gens et à Gaza contre Israël. Donc, voilà quelle est la trame profonde de la géopolitique actuelle. On peut profondément regretter cette évolution, on peut considérer qu'elle est extrêmement courageuse, mais d'un autre côté, on peut dire aussi que ce n'est pas une évolution que ni les Occidentaux, ni à plus forte raison les Israéliens ont voulu et choisi. Les Israéliens ont fait de grands efforts pour garder de bonnes relations et avec les Russes et avec les Chinois, par exemple, jusqu'à la crise actuelle. Malheureusement, on entre dans ce que Arthur Koestler appelait dans son célèbre roman La Tour d'Ezra, la logique de l'ère glaciaire, c'est-à-dire une logique absolument inexorable où il faut survivre. Il n'y a pas d'autres considérations qui tiennent face à l'impératif de survie. Malheureusement, la Chine n'est pas aujourd'hui un pays neutre dans la nouvelle géopolitique mondiale. Elle est au cœur d'un camp qui n'est pas le bon camp par rapport aux intérêts vitaux d'Israël. Sur la question de l'Iran nucléaire, je crois que effectivement, ce que la crise a démontré, c'est la sottise absolue de la politique qui a été suivie par l'administration Obama et par l'administration Biden jusqu'à aujourd'hui vis-à-vis de l'Iran, c'est-à-dire de la politique de Madame Avril Haines, de Monsieur Jake Sullivan, etc. C'est une politique insensée. Est-ce que les États-Unis d'une part et d'autres pays d'autre part vont à nouveau chercher à casser la montée en puissance nucléaire de l'Iran avant qu'il ne soit trop tard? C'est à souhaiter. Comment le faire? C'est très complexe, notamment parce que il y a une carte importante que les Occidentaux veulent jouer, pourraient jouer, qui n'ont pas joué suffisamment, c'est tout simplement le soutien au peuple iranien. Le peuple iranien manifeste
de manière tellement nette son rejet du régime. La voie la plus simple pour venir à bout de la menace iranienne, c'est de soutenir une révolte du peuple iranien contre le régime iranien. Enfin, sur la question de savoir comment est-ce qu'on peut, aux États-Unis, agir pour que l'évolution dramatique que nous avons soulignée au niveau des jeunes générations s'arrête et soit, en quelque sorte, renversée. Il y a beaucoup d'interrogations actuellement aux États-Unis. Il y a eu un moment, depuis 2 ou 3 ans, un moment de sidération de l'opinion américaine par les outrances wokistes. Aujourd'hui, on assiste peut-être à un phénomène inverse, une déwokisation des États-Unis. Nous voyons que de plus en plus d'hommes politiques ou disons, de penseurs, d'hommes de réflexion et d'analyse, d'hommes et de femmes, bien entendu, je prends le mot homme au sens ancien du terme, qui inclut les hommes et les femmes. Donc, beaucoup de gens prennent conscience, prennent la mesure de l'espèce de collapsus interne qui est en train de se produire sur le plan culturel et intellectuel aux États-Unis. Si cette prise de conscience va jusqu'au bout, on peut espérer tout de même sortir de la crise actuelle. Si, par exemple, on s'interroge sur le rôle joué par des minorités agissant dans les universités américaines, si l'on peut s'interroger sur le rôle joué par des programmes d'études, études ethniques, études censément, n'est-ce pas, censément, études de l'islam, études des minorités contre le patriarcat blanc, et ainsi de suite. Si tout cela, s'il y avait un grand ménage qui était opéré aux États-Unis, je crois que la situation changerait rapidement. Et il y a actuellement un début d'effort allant dans ce sens. Le Congrès américain est en train d'examiner une loi d'après laquelle, c'est la Chambre des représentants qui a lancé cette réflexion, et qui donc examine un projet de loi par lequel les fonds fédéraux seraient retirés aux universités qui ne prendraient pas des mesures sérieuses de lutte contre l'antisémitisme en leur sein. C'est une manifestation très réelle de combat contre ce danger. Merci beaucoup. C'était vraiment passionnant. Je crois qu'on a appris plein de choses. Et à la prochaine fois, hein, vraiment. Merci beaucoup, Michel. Merci de votre attention. Merci. Comme on dit actuellement, Bessorot Tovot. Amen. Merci.